Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée. D'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes. Mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères ? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli ? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau. Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse. Bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour, leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés.
Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums, elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes. Tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères. Et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude. Et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les grands lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides. Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés aux grands lacs. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges, tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires. Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète.
Qui sait quels secrets ces eaux sombres pourraient encore nous révéler? En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès.
Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac Supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubbing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19 h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud.
Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée! Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldeira, en fait, un supervolcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche, ou même lointain, sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili.
Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où deux plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu. Et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle, et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest, et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir, et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts.
N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan.
pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas,
Et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret, des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement.
Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Les pieuvres ont 3 cœurs. 2 d'entre eux pompent le sang vers les branchies, tandis que le 3e, plus gros, fait circuler le sang dans le reste de leur corps. Elles ont aussi 9 cerveaux, un grand cerveau central, mais aussi un mini-cerveau pour chacun de leurs 8 tentacules, qui peuvent donc agir indépendamment. Comme chaque tentacule a son propre cerveau, le cerveau central envoie seulement un signal de niveau supérieur aux tentacules. Quelque chose comme « déplace-toi vers cette crevasse, un crabe pourrait s'y cacher ». Dans le cas des humains, le cerveau guiderait et prendrait le contrôle de chaque mouvement de nos jambes et de nos bras. Mais dans le cas de la pieuvre, les tentacules agissent de façon presque indépendante en se dirigeant vers la crevasse. Elle goûte et sent aussi avec les ventouses qu'elle a sur son corps. Comme ces tentacules sont indépendants, une pieuvre ne sait pas vraiment où chacun d'eux se trouve à moins de les voir. À l'inverse, l'être humain possède un sens appelé proprioception, grâce auquel nous savons où se trouvent nos membres même si nous ne les voyons pas. 1816 est connu comme l'année sans été. En avril 1815, une explosion massive a eu lieu sur le mont Tambora en Indonésie. D'énormes nuages de cendres volcaniques ont été projetés dans l'atmosphère. La majorité de l'hémisphère nord s'est retrouvée recouverte d'un voile de poussière et la nature a en quelque sorte hiberné. En juin de l'année suivante, l'hiver ne s'est tout simplement pas terminé. Le gel a endommagé les cultures et la neige et la pluie ont persisté pendant tout l'été. En Islande, tu trouveras certains des paysages les plus époustouflants de notre planète. Des montagnes déchiquetées, des fjords, des geysers brûlants, des champs de glace sculptés dans le paysage, des plages de sable noir comme celle de Reynisfjara. La plupart du sable des plages est généralement formé de roches qui se sont brisées à cause des changements climatiques et de l'érosion au cours de milliers voire de millions d'années. À Reynisfjara, le sable est d'une couleur noire intense, et c'est à cause de l'activité volcanique. La lave est sortie d'un volcan en éruption et remontée à la surface, a refroidi puis a durci dans l'océan Atlantique, créant cette teinte noire si profonde. Cette plage est magnifique, mais aussi très dangereuse à cause de ses vagues scélérates. Elles se produisent lorsque plusieurs petites vagues fusionnent en une seule très grosse. Ce phénomène peut se produire lorsque les courants océaniques forcent les vagues à se rassembler ou, dans le cas de Reynisfjara, lorsqu'elles viennent d'une falaise souterraine au large et acquièrent un effet d'attraction encore plus fort. Si on ajoute à ça les basses températures de l'océan, il est fortement recommandé de prendre des photos depuis un endroit sûr. Certains arbres se parlent entre eux. Pas comme nous, bien sûr, mais par exemple, les acacias, qui poussent dans la savane africaine, peuvent s'avertir mutuellement si quelque chose de dangereux se prépare. Lorsque certains animaux comme les antilopes mangent leurs feuilles, les arbres se mettent immédiatement à produire plus de tanin, qui est toxique pour les animaux. Ils émettent aussi un type de gaz spécial qui voyage dans l'air et avertit les autres arbres qu'ils doivent se protéger. Par une belle nuit d'été, tu es en train d'observer les étoiles et un éclair de lumière vive traverse le ciel nocturne. Une étoile filante, fais un vœu! En réalité, ce que tu as vu n'est pas vraiment une étoile, même si on l'appelle ainsi. Ce sont des météores, qui sont de petits morceaux de poussière et de roches se déplaçant dans l'espace. Lorsqu'ils traversent notre atmosphère, ils provoquent ce qu'on appelle de la friction, ce qui les fait briller. De plus, la friction provoque de la chaleur. La poussière et les roches deviennent extrêmement chaudes lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et cette chaleur les fait briller jusqu'au moment où elles se consument et se transforment en ce que nous appelons l'étoile filante. Les couchers de soleil dans le désert sont magnifiques en raison des couleurs spectaculaires qu'ils produisent un peu plus qu'ailleurs. La lumière du soleil se compose de différentes nuances du spectre des couleurs. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, ces couleurs se mélangent et nos yeux les voient comme du blanc.
Mais lorsque le Soleil descend plus bas, ses rayons doivent traverser une couche d'atmosphère plus épaisse avant de nous parvenir. L'atmosphère disperse alors les longueurs d'onde de lumière plus courtes, comme le bleu et le violet, avant même que nous puissions les voir. C'est pourquoi les longueurs d'onde plus longues, comme l'orange et le rouge, ressortent. Dans les environnements urbains, la pollution atmosphérique peut rendre les couleurs du coucher de soleil plus ternes qu'ailleurs. L'air pur des déserts permet aux couleurs vives provenant du soleil de briller au crépuscule. De plus, l'humidité, la vapeur d'eau et les nuages chargés de pluie peut atténuer les teintes du coucher de soleil. Comme il y a très peu d'humidité dans le désert, les nuages fins et vaporeux filtrent et reflètent la lumière du soleil au lieu de la bloquer. Le bambou pousse très vite. C'est même la plante qui pousse le plus vite sur Terre. Et elle peut grandir d'environ 1,50 m en une seule journée. On en trouve dans des forêts denses où seule une faible quantité de lumière atteint le sol, ce qui signifie que le bambou subit une forte attraction vers le haut pour atteindre la lumière du soleil aussi vite que possible. Une tige souterraine relie les pousses de bambou à leur plante mère, donc la pousse n'a pas vraiment besoin de ses propres feuilles avant d'atteindre sa taille maximale. De plus, le bambou pousse plus vite que les autres plantes car il ne perd pas son temps et son énergie à faire pousser des anneaux qui épaississent la tige. C'est juste un mince bâton creux qui pousse tout droit. Certains grands arbres ont un système de racines peu profond, parfois même de seulement 25 cm dans le sol. Les racines ont généralement besoin d'accéder à l'oxygène et à l'eau, et elles les trouvent principalement dans des poches souterraines spéciales appelées pores du sol. Lorsqu'un arbre bénéficie de conditions d'humidité et de sol idéales, il peut envoyer des racines plus profondément sous la surface et obtenir ce dont il a besoin. Mais la plupart du temps, les conditions ne sont pas idéales, compte tenu de la roche-mère, des pierres et du sol compact qui empêchent les racines de descendre. De tels obstacles empêchent également les racines d'obtenir l'oxygène nécessaire. Alors, quand la vie devient difficile, l'arbre choisira une option plus facile. Ses racines resteront près de la surface et s'étendront dans différentes directions. La sécheresse est une autre raison pour laquelle les arbres peuvent avoir des systèmes racinaires peu profonds. En restant plus près de la surface, ils peuvent récupérer l'eau de pluie plus facilement. Les plantes sont exposées à la lumière du soleil la plupart du temps, mais elles ne prennent pas de coups de soleil pour autant. Elles sont apparues sur Terre il y a environ 700 millions d'années, et l'une des choses essentielles dont elles avaient besoin pour survivre était quelque chose qui les protégerait des rayons ultraviolets provenant du soleil. Celles qui vivaient sous l'eau avaient l'eau comme protection. Les rayons UV sont principalement responsables des coups de soleil. C'est pourquoi les plantes terrestres ont développé une protéine spéciale qui les détecte. Cette protéine envoie des signaux aux cellules pour protéger la plante des dommages et des effets des rayons UV. En gros, c'est comme si elles produisaient leur propre écran solaire naturel. Mais cela ne signifie pas toujours qu'elles sont protégées à 100%. Tu as déjà entendu dire que si tu arroses tes plantes en plein soleil de midi, cela peut leur provoquer un coup de soleil? Certains pensent que les gouttelettes d'eau agissent comme de minuscules lentilles qui concentrent la lumière du soleil sur la surface de la feuille. En réalité, ce n'est pas suffisant pour concentrer réellement la lumière du soleil d'une gouttelette d'eau sur la surface d'une feuille. Cela étant dit, leur écran solaire naturel ne signifie pas non plus une protection totale. Une trop grande exposition aux rayons UV endommage les cellules des feuilles et de l'écorce de la majorité des plantes. Le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil. On pourrait croire qu'il pourrait facilement faire fondre notre planète entière, surtout que le noyau n'est qu'à 2900 km de la surface. Si le Soleil était si proche de nous, nous serions rôtis en un instant. Mais nous sommes toujours en vie parce que le centre de la Terre est entouré d'un manteau de roches principalement solide. La croûte sur laquelle nous marchons flotte en fait sur ce manteau et nous protège. Si le Soleil était plus proche, nous n'aurions que l'espace vide pour nous protéger. De plus, pour faire fondre la planète entière, il faudrait beaucoup plus d'énergie que la chaleur de son noyau. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique, qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes aux autres, pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar d'Uyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir, mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut.
La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre. Mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leur manteau alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure, 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent. Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres, dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le parc national des lacs de Plitvice est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni, au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des Géants, en Irlande, ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent, de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent leur nom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments.
tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituels poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace. Et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Mallard n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carhenge est le site le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ?» Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver. La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire, car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de %. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone, et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables, et cela ne faisait pas partie d'une mer. Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain et, plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Le volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie, n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme le font la plupart des volcans, cette excentrique montagne laisse échapper une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit car le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils commencent à devenir bleus. Malheureusement, tu ne peux voir ce spectacle envoûtant que la nuit. Mais tu peux le sentir toute la journée. À propos, le plus grand lac acide du monde se trouve aussi à l'intérieur de ce cratère. La mer Morte a une forte concentration de sel et de minéraux par rapport à d'autres mers, même si techniquement c'est un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour profiter de substances chimiques naturelles pour le corps. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom car, étant 9,6 fois plus salée que les océans, aucun organisme macroscopique ne peut y vivre. On y trouve que quelques bactéries et champignons qui apprécient le sel. C'est aussi l'endroit le plus bas de la Terre, à 427 mètres sous le niveau de la mer.
Il existe une grotte de cristal souterraine au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 305 mètres sous la surface. Et chaque pointe mesure jusqu'à 11 mètres de long et pèse jusqu'à 55 tonnes. Ces cristaux font partie des plus grands du monde. La plage de Luskentyre est une étendue sans fin de dunes de sable blanc et d'eau azur. Mais ne te laisse pas tromper par cet aspect tropical, elle est située en Écosse. C'est pourquoi elle a cette apparence en mai et juin seulement. En décembre, l'endroit ne reçoit en moyenne qu'1 heure d'ensoleillement par jour, ce qui le rend tout aussi spectaculaire, mais dans un style monochrome. Les Georgia Guidestones sont une structure de pierre géante disposée en étoiles. Elles comportent des inscriptions en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elle présente également un calendrier astronomique terminé en 1980 et a été érigée pour durer des siècles. Personne ne sait qui l'a construite ni pourquoi. Dans le centre de la Californie se trouve le parc national de Sequoia, où l'on peut marcher dans la forêt des géants. Il existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 séquoias colossaux règnent sur la Terre et 10 d'entre eux font partie des plus grandes plantes vivantes du monde. Le général Sherman est estimé avoir près de 2700 ans et il est considéré comme le plus grand arbre vivant connu au monde en termes de volume. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est le meilleur endroit de l'île pour l'agriculture. La composition chimique des anciennes sources d'eau chaude de Pamukkale, en Turquie, donne un aspect magique à l'eau qui se déverse sur le bord. Elles sont bénéfiques pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Tout au fond de l'Arabie Saoudite se trouve un rocher parfaitement tranché en son centre, avec ses 2 moitiés posées parallèlement. Ce qui rend Al-Nasla si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des siècles. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a laissé tomber des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en fait une couleur naturelle. Les chutes de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette ambiance sinistre au milieu de nulle part. Début mai 2018, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont pu observer l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, une tornade à très longue trajectoire. L'effrayant phénomène naturel a commencé sa course non loin de Charleston, dans le New Hampshire, et s'est dirigé vers la ville de Webster, dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à la trajectoire la plus longue en Nouvelle-Angleterre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines du monde et découvrir un monde sous-marin sous tes pieds dans la province de Palawan. La ville de Coron possède des plages de sable blanc avec de nombreux petits bateaux qui naviguent dans les nombreux paysages étonnants. Tristan da Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les plus grosses voisines sont les villes de Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu unique. Si tu veux t'échapper du reste du monde, en séjournant parmi les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Pendant la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid sévissant dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, dans le Massachusetts. L'océan était tellement gelé que les gens pouvaient marcher sur les vagues. C'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le sable rouge est ce qui rend cette plage si unique, et la raison pour laquelle les touristes affluent au Tianjin, en Chine. Une plante de couleur rouge appelée Suaeda salsa vit dans l'eau salée. Toute la plage est recouverte de rouge et seule la couche supérieure de la mer est visible. S'il y a bien une chose qui semble défier la gravité, c'est la pierre de Davasco en Argentine. L'énorme rocher de 300 tonnes se tient de façon précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre sous l'effet du vent. Les gens l'ont même vérifié en mettant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé du perchoir qu'il occupait depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre.
Ils en ont fabriqué une réplique en plastique et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, même aujourd'hui, en passant par Tandil, tu peux voir son célèbre rocher en équilibre, même si c'est davantage un symbole, puisqu'il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est néanmoins immédiatement reconnaissable. Socotra est une île aux allures extraterrestres située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, avec l'un des arbres les plus uniques au monde. On l'appelle le dragonnier et on ne le trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été reconnue comme un site du patrimoine mondial. Si tu vois un jour une colonne d'air compacte et brûlante, ne panique pas, ce n'est pas la fin du monde. La combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants signifie que tu es sur la trajectoire d'une tornade de feu. Ce phénomène dangereux se produit principalement pendant les feux de forêt. Les incendies créent une grande zone d'air très chaud juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais situé plus haut, il en résulte un tourbillon qui brasse des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. La Maison du Mystère à Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs avec des effets défiant la gravité. Tu ne peux pas te tenir droit. Tu te penches toujours sur le côté et tu dois te tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à presque tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir certains des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Le tronc de l'eucalyptus arc-en-ciel a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, jaune, marron et bleu. Certains arbres sont si lumineux qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement des bandes d'écorce, ce qui révèle une couche verte brillante en dessous. Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur et comme la mue se produit à un moment différent à différents endroits du tronc, l'arbre commence à avoir un aspect multicolore et très attrayant. Le Yémen abrite les plus vieux gratte-ciel et la plus ancienne métropole du monde. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de la collection de bâtiments en terre qui sortent du sol du désert. Elle servait d'étape pour les caravanes pendant l'Antiquité. Tu te rends sous le soleil de Californie et tu fais une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais ne vois pas âme qui vive. C'est alors que tu jettes un coup d'œil vers le sommet des montagnes, au loin devant toi, et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un humanoïde géant. Ses bras sont écartés et un magnifique arc-en-ciel complet l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est habillée tout en noir. Tu ne peux distinguer aucune expression faciale ni aucun détail, mais tu peux la voir bouger. Puis, elle disparaît sous tes yeux. Ce que tu viens d'apercevoir est un Dark Watcher, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas donner d'explication exacte à cette apparition mystérieuse. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un phénomène complètement naturel. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens ont partagé des histoires autour de cette légende, et leur esprit a commencé à la faire apparaître en construisant des images reconnaissables. Cela peut arriver n'importe où et n'importe quand. Par exemple, lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain trop grillé, ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce qu'on appelle le spectre de Brocken. Il se produit lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttes de brouillard ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces silhouettes. Quant à l'ombre, c'est seulement la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces silhouettes apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Mais qu'elles soient naturelles ou non, ces figures mystérieuses n'en sont pas moins effrayantes.
Dirigeons-nous maintenant vers l'Antarctique. De la neige, de la glace et un soleil éclatant. Oui, l'Antarctique est aussi un désert et la lumière y est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu aperçois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini qui t'entoure. En te rapprochant, tu réalises que c'est une chute d'eau. Une cascade rouge inquiétante coule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendues chutes de sang n'en sont pas. Il y a des millions d'années, un glacier s'est formé sur un étang et a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis, l'étang a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle prend cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Dès que tu arrives dans le désert de Namibie, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parsemés parmi les prairies sèches, se trouvent des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes ronds sont appelés des cercles de fées. Et personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Les coupables sont probablement les termites qui mangent l'herbe autour de leur colonie souterraine. Cela pourrait aussi expliquer les différentes tailles des cercles. Les insectes continuent de manger à mesure que la colonie s'étend vers l'extérieur. Mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. C'est ce qu'on appelle une bonne relation de voisinage. Les parcelles où tu vois de l'herbe montrent une sorte de frontière séparant différentes populations de termites. En route pour le lac Ilié en Australie. Non, tes yeux ne te trompent pas, ce lac est bien rose bonbon et on peut s'y baigner en toute sécurité. Cette flaque rose géante est un lac salé et ce n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une espèce d'algues et d'autres micro-organismes qui y vivent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Mais ce qui est unique au lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre. Et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Direction l'Asie du Sud-Est maintenant. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais ce n'est que la nature qui a peint l'eucalyptus arc-en-ciel. Son écorce inhabituelle change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par être d'un vert vif, puis rouge, orange, violet et enfin marron. Puis, le cycle coloré recommence. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quelle scène de film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de contre-nature dans ce phénomène météorologique. Les gens ont été témoins de ces pluies teintées d'écarlate depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très loin. Cette poussière finit par se mélanger aux nuages, ce qui colore la pluie. Dans le même registre, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire, le pollen est responsable des pluies jaunes et d'autres types de poussière peuvent rendre l'eau de pluie blanche. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont vu un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des têtards. La première raison est que le vent de ce jour-là était si fort qu'il a soulevé et emporté tous ces têtards vers la terre ferme. La deuxième raison possible est que de gros oiseaux comme des mouettes les ont simplement lâchés alors qu'ils volaient vers leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont ensuite retombées en pluie. D'ailleurs, ce jour-là, les gens ont trouvé non seulement des têtards, mais aussi des grenouilles et des poissons dans les flaques d'eau. Il peut aussi pleuvoir des vers, et certaines personnes affirment avoir vu des pluies de serpents. Et au lieu de gouttes de pluie ordinaires, certains témoins affirment avoir vu des gouttes translucides ressemblant à de la gelée tomber du ciel. Les araignées australiennes sont tristement célèbres, et pour effrayer les gens, elles ont même appris à pleuvoir. Les pluies d'araignées sont une chose assez courante en Australie, et on appelle cela le ballooning. Elles grimpent aux arbres, puis filent des brins de soie que le vent peut emporter. En général, les gens ne les remarquent pas, mais quand il fait humide, des centaines d'araignées grimpent dans des endroits plus désirables. Les gens affirment que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il est possible de voir les araignées tomber littéralement le long de ces toiles, comme s'il s'agissait de ballons. Si tu te rends un jour sur le fleuve Mekong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever directement dans les airs. Les locaux les appellent les boules de feu des Nagas. Leur taille peut varier et ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. Pendant la nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de ces boules de feu. Les scientifiques n'ont pas d'explication tangible pour expliquer ce phénomène, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux.
Toutefois, une superstition locale prétend que cela est dû à un serpent géant qui vit dans le Mékong. Les nuages Arcus semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Des nuages arc-en-ciel à couper le souffle apparaissent au sommet de nuages bouffis semblables à du coton après un orage. Les nuages bouffis sont des nuages de basse altitude. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages Morning Glory sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant est pressé à travers le nuage. Cela crée cette apparence de rouleau si unique. L'air frais à l'arrière du nuage le fait couler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour voir les Morning Glory est le golfe de Carpentarie en Australie. Si tu décides de voyager là-bas pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête s'appellent des nuages Mammatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les Mammatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Cela donne ces nuages uniques en forme de riz soufflé. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin. Si tu plonges au fond des Caraïbes, juste au large des côtes de Cuba, tu verras des colonnes circulaires, des sols pavés et des structures en pierre symétriques. Pourquoi cette grande ville sous-marine cubaine a-t-elle été abandonnée? Beaucoup de gens pensent que les ruines appartenaient autrefois à une civilisation oubliée depuis longtemps. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. De telles structures en forme de disques et de beignets apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où les gaz naturels se libèrent. Ceux qui ont déjà entendu le bruit agaçant que fait une bouilloire quand l'eau bout peuvent imaginer à quoi ressemble le fameux whistle sous-marin. Même si ce sifflement n'est pas aussi terrifiant que certains autres sons inexpliqués, cela ne le rend pas moins mystérieux. Sans compter qu'il est incroyablement insaisissable. Seul un microphone sous-marin a pu le capter en 1997. À l'époque, les chercheurs n'ont pas réussi à localiser la source du bruit. La cause la plus probable de ce son inhabituel est l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais une fois encore, il n'y a pas assez de preuves pour en être sûr. Pour voir la chose la plus étrange et la plus effrayante qui se cache dans les marais, il faut aller en France à la réserve naturelle de Séné. Si tu vas dans cet endroit seul, sans savoir ce qui t'attend, tu te souviendras toute ta vie de ce que tu verras sur place. Et cela risque de te hanter dans tes cauchemars pendant longtemps. Alors imagine que tu arrives dans ces marais en voiture. C'est tôt le matin, la nature se réveille et une brise fraîche souffle. Tu traverses prudemment l'herbe et débouches sur les marais verts. À ce moment, tu aperçois une silhouette. La créature est sur le rivage, penchée sur l'eau. Elle ressemble à un humain. Elle est accroupie. Ses jambes sont longues comme celles d'une sauterelle, et ses bras fins ressemblent à des branches d'arbres. Cette maigre créature est complètement couverte de boue et d'algues vertes. Elle est assise juste là, et elle semble beaucoup plus grande que toi. Tu recules lentement, horrifié, en espérant que l'étrange monstre des marais ne te voie pas. Puis tu aperçois une autre créature similaire étendue sur l'herbe. Il y en a plusieurs. Ton cœur bat si fort que tu as peur que les monstres entendent le bruit. Heureusement, tu parviens à monter dans ta voiture sans te faire remarquer et à t'éloigner de là. Tu viens de voir des Homo algus, des créatures des marais composées d'algues et de boue. Oui, elles ont l'air effrayantes, mais ne t'inquiète pas, elles ne sont pas vivantes. Ce sont des statues réalisées par un architecte. Elle a voulu montrer l'importance des marais dans le monde naturel à l'aide de ses créations. Les gens associent les marais à quelque chose de terrible, mais en réalité ce sont d'énormes réserves d'eau douce et un habitat pour des milliers d'êtres vivants. La vie commence et se termine dans les marais. Et bien sûr, de nombreux mythes et contes de fées effrayants apparaissent autour de ces lieux. La sculptrice a décidé de combiner les caractéristiques naturelles et le folklore terrifiant dans ses statues. La couleur, les textures et le revêtement de l'Homo algus changent avec le temps, tout comme le paysage environnant. L'autre chose vraiment mystérieuse, tu la verras seulement la nuit. C'est un phénomène étrange et rare, appelé feu follet.
Donc, tu conduis le long d'une autoroute entre deux petites villes britanniques. La lune brille de mille feux et tu décides de quitter la route pour te promener dans une zone marécageuse. Tu sors de la voiture et tu remarques une étrange boule orange qui flotte juste au-dessus de l'eau. Cette boule vole dans différentes directions et semble vouloir t'attirer plus près. Peut-être s'agit-il d'une personne avec une lampe à pétrole qui appelle à l'aide? Deux autres boules apparaissent à côté d'elle. Tu as peur. N'essaye pas d'aller dans leur direction. Sinon, tu vas tomber dans un piège. C'est dangereux de marcher dans les marécages. Pendant des siècles, les gens ont vu ce phénomène. Beaucoup sont allés vers ces boules car ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais ceux qui se sont approchés des feux follets ne sont jamais revenus. Autrefois, les gens pensaient qu'il s'agissait de créatures mystiques venues d'un autre monde. Mais aujourd'hui, la science peut expliquer la nature de ce phénomène. Les champignons et les algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et peuvent briller en bleu dans l'obscurité. De loin, ils peuvent créer l'illusion d'une boule orange. Le vent et l'eau secouent ces algues et il semblerait qu'elles volent dans les airs. Par ailleurs, les marais contiennent de nombreuses matières végétales, herbes, argiles, feuilles et branches. Tout cela se décompose et libère du méthane. Dès que cette substance entre en contact avec l'air, elle s'enflamme et s'élève sous la forme d'une boule de feu. Nous sommes en Alabama, près de la ville de Prattville. Ici, il y a des marais qui sont populaires parmi les adolescents. Les jeunes gens et les jeunes filles viennent ici pour rencontrer des fantômes et des monstres fantastiques. Bien sûr, ce sont des contes de fées et des légendes que les gens aiment se raconter. Mais parfois, les habitants entendent un bruit étrange qui provient des profondeurs des marais. On dirait que quelque chose de lourd tombe sur quelque chose de solide. Alors, imagine une petite ville, des adolescents curieux, des contes et des légendes effrayants, et un endroit appelé le marais de Bear Creek. Tout cela constitue les éléments parfaits pour un excellent film d'horreur. Et voici comment cela pourrait commencer. En 2014, le shérif du comté roulait entre deux villes sur un chemin de terre en passant devant ces marécages. C'était un mardi matin. Du coin de l'œil, il a remarqué quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau verte. Il a arrêté la voiture, est sorti et a vu une image effrayante. Des pieux en bambou sortaient du marais et 21 poupées y étaient empalées. La plupart d'entre elles étaient en porcelaine, elles avaient l'air chères et anciennes. En effet, cette collection valait beaucoup d'argent. Mais quelqu'un les avait laissées dans ce marais, dans cet état. Leurs visages et leurs cheveux étaient couverts de peinture blanche, comme si quelqu'un avait voulu effacer leur sourire et leurs yeux. Le shérif a décidé que c'était une sorte de sinistre blague d'Halloween et n'a pas fait attention. Il est retourné au bureau et a raconté sa découverte à ses collègues. L'un des policiers a alors pris une photo des poupées et l'a publiée sur Internet. Elle est devenue virale. Les habitants ont commencé à écrire au bureau du shérif pour exprimer leurs inquiétudes. Et si c'était une sorte de rituel? Qui avait fait ça? Combien de temps allaient rester les poupées dans le marais? Après ces réactions, plusieurs agents ont pris un canoë et ont navigué pendant 30 minutes pour atteindre les poupées. Ils n'ont pas pu identifier leur propriétaire. Le seul indice était une société d'exploitation forestière qui possédait le territoire. La police a essayé de les contacter, mais personne n'a répondu. Ils ont alors décidé que si le propriétaire venait, il lui rendrait les poupées. Il n'y a rien de vraiment mystérieux dans les choses les plus terribles qui se cachent dans les marais. Ce ne sont pas des créatures mystiques ou des objets étranges. Je parle des crocodiles. Et maintenant, nous allons nous rendre à un endroit où ils représentent le plus grand danger. Il s'agit de l'île de Ramri en Asie du Sud-Est. En traversant ces marécages, tu ne verras rien de suspect au début. Mais bientôt, tu constateras que tout est devenu silencieux. Trop calme. Tu entendras un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait dans la boue. Le marécage autour de toi commencera à s'agiter, et alors, tu comprendras que ce n'est pas de la boue et de l'eau. C'est le dos des crocodiles. Ces créatures sont presque impossibles à voir. Tu peux en compter plusieurs dizaines. Chacun d'entre eux peut atteindre 7 mètres de long. C'est presque 2 fois la taille d'une voiture de tourisme. Et leur poids est légèrement inférieur à 1 tonne. Un seul reptile peut causer beaucoup de problèmes, et des dizaines peuvent provoquer un chaos absolu. Ils sont patients et extrêmement rapides. Ils se cachent dans les marécages et t'attaquent tout à coup. Heureusement, il n'y a presque plus de crocodiles sur cette île aujourd'hui. Mais au siècle dernier, il y en avait beaucoup ici. Dans les années 40, les crocodiles sont tombés sur un groupe de milliers de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les reptiles géants les attendent. Seules quelques-unes de ces personnes ont réussi à sortir des marécages ce jour-là. Dans le livre Guinness des records, cet événement est décrit comme la plus grande catastrophe humaine causée par des animaux.
Passons à la découverte la plus insolite, mais certainement pas la plus terrible. On l'appelle le fantôme des marais et c'est un gros avion. Dans les années 40, un pilote a fait un atterrissage d'urgence dans ce marécage. Il survolait la Papouasie-Nouvelle-Guinée et espérait atterrir dans un champ de blé. Malheureusement, il n'a pas remarqué un énorme marécage en raison de la mauvaise visibilité. Le pilote et 2 autres membres d'équipage ont survécu à cet atterrissage brutal. Ils ont quitté l'avion et se sont frayés un chemin dans des herbes pointues pendant 2 jours. Durant tout ce temps, ils ont marché dans les marécages, luttant contre des millions de moustiques. Finalement, ils ont atteint la terre ferme. Des habitants les ont aperçus et ont emmené les pilotes dans leur village. Après cela, les survivants se sont assis dans un canoë, ont descendu la rivière et ont atteint la route. Tout le monde a oublié l'avion. Il est resté dans le marais pendant environ 30 ans, couvert de boue et d'algues. Il est devenu un point de repère local, puis en 1972, plusieurs Autrichiens ont découvert l'avion par hasard, ont publié des photos et les ont publiées dans les journaux. À cet instant, l'avion est devenu célèbre. En 2016, un chercheur américain a démonté l'engin et l'a sorti du marécage. Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain.
Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elle se dirige vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau.
L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ce qui se cache sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergale et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer. Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine, d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets, responsables de la vision à faible niveau de lumière, et les cônes, plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés, capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent au requin de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable. Alors, leçon apprise? Si tu vois maintenant des oiseaux au bord de l'eau, ce n'est probablement pas une bonne chose. Contrairement à ce qui se passe lorsque tu vois des milliers d'oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un murmure. On peut voir des milliers d'étourneaux s'unir dans le ciel, se déplacer à l'unisson, plonger et dévier en même temps. C'est comme s'ils participaient à une sorte d'épreuve de synchronisation aux Jeux Olympiques des oiseaux. Cela se produit lorsque les oiseaux commencent à se percher sur des fils ou des arbres. Cela peut se produire dès le mois de septembre dans certains endroits et jusqu'à la fin du mois de novembre dans d'autres. Et un plus grand nombre d'oiseaux se joignent au spectacle nocturne à cette époque. Ils font ça pour nous divertir? Pas vraiment. Se regrouper dans le ciel permet de se protéger des prédateurs comme les faucons. Il peut aussi faire froid quand on est aussi haut. Les oiseaux se rassemblent donc par milliers pour se réchauffer et échanger des informations sur les sites de nourriture potentiels. D'accord, dans ce cas, un énorme groupe d'oiseaux ne signifie rien de mal. Mais si tu en vois un jour voler vers toi dans une zone boisée, il est probablement temps de quitter les lieux. Les oiseaux et autres animaux fuient les zones de feu de forêt. Certains animaux, comme les amphibiens, peuvent en fait rester dans le feu.
Au lieu de fuir pour sauver leur vie, ils creuseront le sol pour y échapper. Mais presque tous les animaux feront de leur mieux pour partir. Oh, et n'oublie pas de sortir du chemin pendant que tous ces animaux courent vers toi. Pourquoi on ne passe pas des oiseaux aux requins? Oui, nous savons maintenant que s'il y a des oiseaux près de la surface de l'océan, les requins seront possiblement assez proches aussi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de requins à proximité? Si tu te trouves dans l'océan et que tu vois des requins se diriger vers le fond de l'océan, cela peut être le signe qu'un ouragan ou une tempête tropicale est en route. Les requins peuvent sentir la baisse de la pression barométrique qui accompagne la tempête. Ils pourraient donc commencer à s'éloigner de la zone de turbulence. Les requins ne se soucient pas vraiment des humains. Ils ne s'approchent donc pas de nos plages de sable ou de nos villes. Ils les craignent. Ce sont des créatures très intelligentes qui savent que plus elles s'enfoncent dans l'océan, plus elles sont en sécurité. Mais l'océan n'est pas toujours le meilleur endroit où aller en cas d'urgence. Par exemple, si tu croises des créatures marines qui vivent habituellement dans l'eau et qui se reposent au hasard sur le sable, ne t'aventure pas dans l'eau. C'est un signe que l'eau est potentiellement toxique. Il est possible qu'une marée rouge se rassemble dans l'eau près de la plage. Les marées rouges se produisent partout dans le monde, mais une espèce d'algue les provoque surtout dans le golfe du Mexique. Une marée rouge se produit lorsque l'eau est remplie d'une quantité d'algues toxiques supérieure à la normale. Elle peut rendre l'eau rougeâtre ou brune, mais parfois la couleur de l'eau est normale. Si tu vas dans l'eau, tu peux ressentir une irritation respiratoire comme de la toux ou une démangeaison de la gorge. Si cela t'arrive, tu dois te rincer soigneusement la bouche avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau, les grenouilles sont célèbres pour leur couassement, mais si tu les entends coasser beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il va bientôt pleuvoir. Selon une théorie, cela pourrait être lié à leur processus d'accouplement. Ils le font en premier, puis pondent des œufs dans des étendues d'eau douce. Une bonne pluie signifie plus de terrain aquatique pour les grenouilles. C'est pourquoi les grenouilles mâles invitent les dames à un rendez-vous avant les averses avec une symphonie de couassement. Si tu entends un grand nombre de bourdonnements, cela signifie que les abeilles sont plus actives que d'habitude et qu'un orage est peut-être en route. Lorsqu'elles sentent que l'orage approche, les abeilles se mettent à travailler encore plus fort et plus vite pour récolter plus de nectar avant l'orage. Et une fois qu'elles ont fini, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie, même s'il n'y a aucun signe évident de celle-ci. Leur secret réside dans des poils supersensibles situés dans leur dos, capables de capter les accumulations électrostatiques d'un nuage d'orage. En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère Darvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère. Et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours. Et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure.
Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié 5 types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé, ou chargé électriquement. Il traverse la surface et monte dans l'atmosphère, où il crée un champ électrique localisé. Cela peut produire de brefs éclairs de lumière visibles. Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en 3 morceaux. Il n'a pas non plus été visité par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée, tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel
qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure, et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... Waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mammatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches, et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière, et c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une vaste zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'avant d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Il ressemble à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle Morning Glory. Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des deux côtés. Et alors, l'énorme masse nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Il bouge rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse, mais ils ne le font pas pour les foules de spectateurs rassemblés en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. De plus, ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage peut effrayer un prédateur affamé. Prends des lunettes de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent causer l'apparition d'un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Dans ce cas, essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable, comme celle qu'on peut observer en Arabie Saoudite. C'est comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les locaux affirment que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente.